Bonsoir à tous, bienvenue à cette saison 2 de l'apéro des carreaux avec Sandrine Colette, qui nous fait l'amitié d'être la première invitée de cette année. Voici son actu. Il est sorti la semaine dernière, Ces orages-là, aux éditions Lattès, le 9e roman de Sandrine Colette. Sandrine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, en quelques mots, vite fait. Moi, j'ai commencé à écrire très jeune et puis ensuite très tard parce que, comme tous les auteurs, dès que j'étais gamine, j'écrivais des petits textes pour moi, mais j'ai publié qu'à 40 ans passés. Donc avant, j'ai eu un peu une vie vaguement à l'université, dont je me suis enfuie avec joie dès que j'ai pu, grâce au livre d'ailleurs. Après un cursus de philo, de sciences politiques, et puis ça fait quand même 6 ans que je suis beaucoup plus heureuse en écrivant des livres. Voilà. Alors en 2013, tu arrives avec Des nœuds d'acier dans le monde du polar. Tu révolutionnes un petit peu, enfin tu arrives vraiment, on ne sait pas qui tu es. Tu déboules, tu rafles plein de prix, dont le Grand Prix de la littérature policière. D'où vient ce livre? Comment t'es venue l'idée Des nœuds d'acier et comment tu t'es retrouvée tout d'un coup propulsée dans le monde des écrivains? Alors moi j'ai l'impression de me répéter, donc j'espère qu'il n'y en a pas trop qui l'auront déjà entendu, parce que l'origine des nœuds d'acier c'est toujours la même, c'est-à-dire que c'est pas du tout ce que je voulais faire. J'avais le projet d'écrire un roman, c'est vrai, mais mon idole à ce moment-là, enfin, ce que j'avais en tête, c'était L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et le but, c'était un livre de quête, de rédemption, de quelque chose d'assez poétique. Et puis c'est quelque chose que j'ai pas réussi à faire tout simplement. Donc j'avais trouvé une trame avec un sale type qui sortait de prison, deux vieillards au fond de la campagne. Donc jusque là, on est assez raccord. Et puis en fait, ces deux vieillards que croisait Théo, qui est le héros, c'était deux vieux sages qui lui redonnaient un peu goût en l'humanité. Enfin, c'est quelqu'un qui avait eu un parcours très compliqué, très difficile. Et donc, il lui redonnait une certaine joie de vivre, une certaine foi dans l'humanité, etc. C'était mon projet de départ. Et en fait, ça a beaucoup cafouillé parce que dans les bons sentiments, j'étais vraiment pas bonne. Et le livre a bloqué. Et j'en ai parlé, moi, à une amie. J'avais lu, alors c'est anecdotique, mais c'est drôle en même temps. J'avais lu dans un magazine, dans une salle d'attente chez un médecin quelconque, une interview de Marc Lévy, pour pas le nommer, qui disait que quand il testait un nouveau livre, il invitait son meilleur copain à prendre un café, et puis il lui racontait le début de son histoire, et à un moment a priori crucial, euh, s'interrompait en disant attends, il n'y a plus de café, je retourne en faire, bouge pas. Et le test était le retour du café. C'était soit le copain lui disait bon, et finalement les prochaines vacances tu fais quoi, tu vas où avec ta femme, etc. Donc là c'était flop. Soit c'était bon, alors t'en étais là, qu'est-ce qui se passe après, mais raconte quoi. Et là c'était génial. Donc ni une ni deux, je me dis je vais quand même, je vais le faire moi aussi. Donc je vais chez ma meilleure amie. Et là, ça a été la cata. En fait, je lui racontais le début des Nœuds d'acier, qui s'appelait pas comme ça à ce moment-là, et qui était donc encore une fois plein de poésie et plein de bons sentiments, en lui disant bon, je bloque un peu, mais je te raconte là où j'en suis. Et bon, les meilleurs amis, ça sert à ça, mais quand même, elle m'a répondu écoute, je crois que ça va être très chiant ce que tu fais. Donc, je suis rentrée de très très mauvaise humeur, et puis j'y ai beaucoup réfléchi. Et je me suis dit qu'elle avait raison. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais si ce livre est casse-pied, enfin vraiment propre à endormir tout le monde, hein, qu'est-ce que je peux essayer de faire pour que, justement, pour qu'on s'ennuie plus à la lecture. Et à ce moment, au bout d'un moment, je me suis dit, ces deux vieillards là que j'aime beaucoup, ces deux personnages ruraux du fin fond de la campagne qui vivent dans une maison improbable au fond d'une forêt où personne va quasiment. Au lieu que ce soit deux beaux personnages, ça va devenir deux affreux bonshommes, et Des nœuds d'acier est parti là. Et à partir du moment où j'ai décidé de changer complètement l'approche, ça s'est écrit tout seul. Donc en fait, c'est mon mauvais côté qui a pris le dessus, quoi. Donc tu as basculé du côté sombre grâce à ta meilleure amie, et tant mieux pour nous en fait. Bah ouais, surtout que ce qui est génial, c'est qu'on s'y attend pas du tout.
Donc là, ce soir, on va effectivement plus parler de tes nouveautés en grand format et en poche, mais il y a des personnes ici peut-être qui ne te connaissent pas et on nous demande souvent finalement par quel livre commencer. Je sais pas si tu as une réponse à donner, mais moi j'ai tendance à dire toujours par le premier, et le tien, le premier, vaut vraiment le détour, je trouve. Donc j'étais ravie qu'on en parle parce que ça permet de donner des idées aux gens et puis de mieux comprendre après ce que tu racontes. Oui. Alors, la seule nuance que je ferais, c'est que comme c'est sans doute le plus affreux, je voudrais pas que ça donne une idée complètement fausse de ce qui suit, si tu veux. C'est sûrement le plus dérangeant, et il n'est pas représentatif du reste. Donc, chronologiquement, c'est intéressant de voir comment ça a pu évoluer par la suite. Mais disons que ceux qui voudraient commencer par celui-là, je leur dirais, vous arrêtez pas à ça si vous l'avez trouvé horrible, les autres le sont moins. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, parce que moi, je trouve que tous tes romans sont à la fois complètement différents et complètement perturbants. Moi, à chaque fois, je les referme et j'ai l'impression de... Alors, c'est un peu... je sais pas si je suis sadomaso comme nous tous ce soir, mais c'est vrai que ce sont des livres qui font du mal tout en faisant du bien, parce que finalement, on est happé par ton écriture, par ton histoire, par tes personnages, et en même temps, qu'est-ce que ça fait mal? Oui, alors ouais, là où tu as raison, c'est qu'effectivement, il y a aussi beaucoup de gens qui me disent que pour eux, le pire, c'est pas celui-là, c'est sont sans d'autres. Et je pense que ça dépend vraiment de ce qui résonne en nous quand on est sensible à certaines causes ou aux enfants ou qu'on est phobique de l'eau, etc. Bon, il y en a qui vont être pires, mais c'est sans doute le plus brutal, c'est tout. Alors, ce soir, on va parler effectivement de tes deux nouveautés. On va démarrer par Ces orages-là, sorti chez Lattès. Est-ce que tu veux nous raconter, est-ce que tu veux nous pitcher ton livre avant qu'on lise les extraits avec Caro? Ouais, il est dur à pitcher parce que c'est un roman qui prend la vie de Clémence, qui est une jeune femme d'une trentaine d'années, un peu à rebrousse-poil de ce qu'ont fait d'autres romans sur des sujets relativement proches. C'est-à-dire que Clémence, elle vient de quitter un homme, on appellerait ça un manipulateur aujourd'hui, enfin une relation toxique en tout cas. Mais le livre ne raconte pas comment elle a pu sortir de tout ça. Le livre l'apprend le lendemain, quasiment de son départ, au moment où elle loue une petite maison délabrée dans un coin de banlieue et elle s'installe parce qu'elle a réussi à quitter Thomas, en l'occurrence. Ce qui suit après, c'est quelque chose qui m'a assez fasciné en lisant des livres, enfin des livres de psycho, ou en discutant avec des femmes qui ont vécu des choses comme ça. C'est que c'est dur de quitter un homme en général, c'est dur de quitter un manipulateur d'autant plus. Et quand on y arrive, on a l'impression qu'on est sauvé. Et au moment où on croit qu'on est sauvé, on se rend compte que le plus dur commence ou quasiment. Et c'est l'histoire de Clémence, c'est cette histoire-là. Alors, on va lire un extrait, si vous êtes d'accord. Comme ça va nous mettre dans l'ambiance. Et puis comme ça, on continue à en parler, évidemment, tout de suite après. Je vais présenter mon écran. Il faut juste quelques secondes, normalement. Ok. Vous voyez l'extrait à l'écran? Ouais. Oui. Alors, j'y vais. Attendez, j'y suis ou pas? Oui, c'est vrai. Et est-ce véritablement de la chance d'ouvrir les yeux et de deviner l'aube d'un autre jour, au fond? Est-ce de la chance que tout recommence chaque fois? Quand on a une vie de merde, se réveiller le matin n'est pas forcément une bonne nouvelle. Il n'y a pas de retour au meilleur, juste le pire qui s'accumule. Car lui, l'homme, il a prouvé que le pire s'inventait d'aube en aube, de nuit en nuit. Toujours un peu plus. L'espoir a rendu les armes. Alors elle pose les mains bien à plat sur la table pour les empêcher de se recroqueviller à s'en faire claquer les jointures. Elle s'exhorte, fini. À présent, c'est un peu de repos, un peu de répit. Cela lui semble extraordinaire après toutes ces années de guerre, car c'était une guerre. Et pour réparer, il faudra du temps. Pour la maison, pour elle, tout se reconstruit, elle le sait. Même après les plus grands combats et les plus grandes blessures. À voix basse, les paumes serrées l'une contre l'autre, elle murmure son nom pour se redonner une existence. Clémence. Elle touche sa peau, elle est là, guérie, ou pas encore, mais soustraite, dérobée, à l'abri. Si fragile. Cela ne tient qu'à un fil. Alors cet extrait, il est bien choisi parce que justement, ça rebondit tout à fait sur ce que tu disais.
sur le fait que cette relation toxique, en fait, tu l'as abordée d'un angle complètement différent. Pourquoi justement tu as voulu nous parler de Clémence après, une fois qu'elle l'a quitté? Écoute, pourquoi déjà, pardon, peut-être tu as eu envie de parler de ce sujet-là aussi, parce que c'est peut-être la genèse de cette histoire. Oui, enfin la genèse, tu sais, on te la demande souvent et puis finalement tu sais plus comment vraiment c'est venu. Il y a eu des déclencheurs, il y a eu plein de petites choses. Mais enfin, il y a une chose dont je suis sûre, c'était que je sortais de Et toujours les forêts, mon roman précédent, qui avait mis en scène un truc immense, en fait. En gros, la catastrophe, l'apocalypse, la fin du monde. Et j'ai eu du mal. Il était assez prégnant, il était assez puissant au niveau émotionnel, et donc j'ai eu du mal à m'en sortir. J'ai eu du mal à le laisser derrière moi. Et j'ai eu aussi très peur de ne faire que la même chose d'autrefois. Et je me suis dit comment sortir des forêts et comment éviter qu'on se dise tiens, elle a essayé de refaire le même juste après. Et donc après une histoire que moi je trouve immense sur le monde qui s'écroule, je me suis dit il faut que je trouve la plus petite histoire possible, simplement par rupture en fait. Vraiment le souci c'était la rupture. Et je me suis dit je passe du monde entier à une petite nana. Et donc ça me paraissait une histoire minuscule. Après, là où je me fais piéger sans doute, c'est que dans les deux romans, on parle de destruction totale. Mais là, je vois, ce sont mes dadas, c'est-à-dire que c'est vers là que je reviens. Et c'est pour ça, sans doute, que je commence au lendemain du départ de Clémence. Moi, dans mes romans, tout tourne autour de la résilience. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand on prend des personnages et qu'on les malaxe, qu'on les massacre, qu'on les met dans des situations épouvantables, quand ils touchent le fond, en fait, complètement, comment ils rebondissent, comment ils remontent et jusqu'où. Est-ce qu'ils y arrivent tout simplement ou pas? Et à ce titre-là, ça m'intéressait pas de voir l'enfoncement de Clémence petit à petit dans une histoire de manipulation, même si tu vois, imaginer que la fin du roman, ça soit le jour où enfin Clémence arrive à partir. Je me disais non, c'est pas intéressant. Moi, ce que je voudrais voir, c'est. Mais déjà vu. Oui, déjà, oui, énormément. T'as raison complètement. C'est en plus archi déjà vu. C'est justement la prendre là où tous les autres romans s'arrêtent et dire ça y est, elle a réussi. Qu'est-ce que ça veut dire réussir à ce moment-là? Mais en fait, c'est le début des ennuis. C'est dans un coup d'éclat comme partir. Elle va y arriver. Dans la durée, c'est là qu'en fait on peut tout remettre en cause. Et puis ça me permet d'aborder les thèmes de la survie, les thèmes du rebondissement et des rencontres qu'on fait et qui vont complètement faire basculer nos vies. Donc il y avait un souci d'abord d'une petite histoire, ensuite de pas faire comme on a déjà vu, et puis de rester dans une idée qui m'intéresse énormément, qui est celle de la Renaissance, après une catastrophe, qu'elle soit énorme ou qu'elle soit intime, et savoir, c'est la Renaissance. La question que je pose à chaque fois, c'est est-ce qu'elle est possible, est-ce que c'est qu'une illusion, et comment elle se fait, et comment elle se fait pas finalement. Donc voilà. Alors c'est vrai que c'est un roman très différent des précédents. Néanmoins, on retrouve ton écriture inimitable, on retrouve ta patte. Pour la première fois, moi, ton personnage, il m'a vraiment frôlé parce que dans tous tes autres romans, il n'y a pas de date, il n'y a pas de lieu, on ne sait pas trop. On est vraiment dans le roman. Et puis là, pour la première fois, c'est vrai que des Clémences, on en connaît toutes et tous. Et c'est un sujet qui est vraiment plus palpable que les sujets des autres romans, en fait. Même si, effectivement, il est aussi perturbant, aussi angoissant que les romans que tu as fait précédemment. Mais c'est vrai qu'il est complètement différent sur ce sujet qui est d'actualité, en fait, malheureusement toujours. Oui, puis qui est, comme tu dis, qui est de proximité, puisque effectivement, on connaît tous quelqu'un, ou on a tous quelqu'un qui connaît quelqu'un à qui des choses de ce genre-là sont arrivées, alors que la fin du monde et toujours les forêts, c'est beaucoup moins probable, tu vois. Enfin, on sait pas trop, mais ça se rapproche. Oui, enfin, si tu veux, on l'a pas encore eu, donc on n'a pas de repère de ce côté-là, alors que l'histoire de Clémence, forcément, ça te fait penser à plein d'autres choses.
même si l'idée, attention, c'était pas du tout de parler des violences faites aux femmes, hein. C'est plutôt, encore une fois, c'est un roman de renaissance, un roman de reconstruction, mais au point où quand une personne a été abîmée au point où Clémence l'a été, qu'est-ce que tu peux reconstruire, à quelles conditions, à quel prix et sous quelle forme finalement. Alors, tout à l'heure, on a eu dans le chat quelqu'un qui demandait si c'était une histoire vécue. On en avait rigolé ce matin quand on a fait le test. Ce sujet, en fait, ça part de quelqu'un que tu connais, de comment ça t'est venu, parce que j'imagine que tu te lances pas dans ce sujet-là. Je sais pas, c'était t'avais envie de pas faire passer un message, mais comment ça s'est passé en fait? Parce que là, c'est vrai que tu as complètement changé d'orientation au niveau du sujet et tu t'es rapproché de ce qui est palpable. Oui, mais je crois que c'est vraiment, tu vois, c'est aléatoire parce que je pense qu'au départ, le sujet du livre n'était pas tout à fait celui-ci. En fait, pour ceux qui l'ont vaguement lu, enfin qui l'ont lu, et j'en dirai pas beaucoup plus, il y a des personnages qui se greffent sur l'histoire de Clémence, et notamment un qui s'appelle Gabriel, et le livre était beaucoup plus équilibré entre Clémence et Gabriel, et c'était presque l'histoire de Gabriel. Et tu sais, c'est vraiment ces processus où pendant que tu écris, à un moment tu te rends compte que ça va pas aller comme tu voulais, et que notamment Clémence est plus intéressante que tu pensais ou plus attachante, et tu te dis mais j'ai fait fausse route. Donc l'histoire de Gabriel c'est une chose, mais je vais pas. En fait, le livre sera pas un livre sur Gabriel. Je vais me recentrer sur Clémence. Enfin, toi, c'est une sorte de la façon dont on arrive à jongler avec ce qu'on n'arrive pas à faire, je dirais. Et donc, c'était pas tellement l'idée de faire un livre absolument sur ce thème-là au départ. Je peux pas expliquer parce que je vais pas raconter ce qui se passe dans le livre, mais oui, bon, bref. Donc l'histoire de Gabriel, parce que je viens de voir un chat qui dit bah tu la gardes pour le prochain livre, mais non. Et du coup, ça m'a perturbée. Donc je me suis recentrée sur Clémence et à partir du moment où voilà, on rentre sur une nouvelle histoire, bon, je suis allée lire d'abord et surtout en parlant avec les gens autour de moi, on dirait ah oui, je commence un livre éventuellement sur tel thème. Alors là, pour moi, ça a été la sidération. Hein. Le nombre de gens qui m'ont dit ah mais moi j'ai vécu quelque chose comme ça. Et il y a un nombre. Enfin, bien sûr, on sait qu'il y a plein de cas comme ça, mais à ce point-là, c'est-à-dire que moi j'habite dans un village de 200 personnes et dans ce village de 200 personnes, il y en a. Et il y en a plus d'une. Et qui ont accepté de me parler, qui ont accepté de me raconter plein de choses. Ce qui fait que moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est vraiment le côté émotionnel et le côté instinctif et pas le côté livre de psycho. Tu vois, l'idée, c'était pas de faire un témoignage. En revanche, c'est en pensant à toutes ces femmes qui m'ont raconté leur histoire ou un bout de leur histoire, parce qu'il y a des choses qui sont jamais guéries, hein, que j'ai avancé dedans et que je me suis dit que c'était un truc fabuleux. Une matière. Pardon. J'ai lu dans la super interview que tu as accordée à Yvan que tu écrivais à l'instinct. Ça correspond avec ce que tu viens de dire. En fait, c'est ça. On dirait que tu es une éponge. Tu absorbes ce que les personnes t'ont raconté et après tu le traduis dans tes livres d'une autre façon, avec ton style d'écriture qui t'est propre. Oui, je crois que c'est vraiment ça. Si tu veux, j'ai dû l'opposer aux auteurs intellectuels qui rationalisent, qui raisonnent, qui réfléchissent. Et qui se documente énormément. Et moi, c'est vrai que là-dessus, je le fais beaucoup moins et je laisse libre cours au ressenti. Donc, le jeu, c'est d'essayer vraiment de se mettre à la place des personnages et en se disant, mais et si c'était moi? Si c'était moi, comment je réagirais? Qu'est-ce que j'essaierais de faire? Qu'est-ce que je serais incapable de faire? Et comment je ressentirais les choses qui arrivent à chaque moment? C'est-à-dire que ni plus ni moins, quand j'écris, j'invente un film parce que je vois vraiment des images et je les retranscris. Et tu sais, on parle de la force émotionnelle qu'ont les images, d'où le cinéma, d'où l'image est beaucoup plus prégnante sur notre cerveau que le mot quasiment.
Et donc, c'est ces images que j'essaye de mettre en mots. Et c'est ça, quand je dis que j'écris à l'instinct, t'as des flashs, il y a vraiment des scènes qui se déroulent sous mes yeux et je fais que les poser. Je me demande pas si c'est cohérent, je me demande pas si ça plaira, je me demande pas si par rapport au dernier livre de psychologie que j'ai lu, c'est possible ou pas. Tant pis, c'est de la fiction. Alors moi, tu disais dans l'interview que tu n'étais pas un auteur intellectuel, mais un auteur émotionnel. Et ça m'a bien plu. Oui, écoute, si ça marche, en tout cas, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, puisque bon, il n'y a pas de hasard non plus. En fait, on essaye d'écrire ce qu'on aime lire aussi. Et moi, je sais que les romans qui m'ont le plus touché, ce sont des romans d'atmosphère et des romans qui ont une grande force émotionnelle. Je suis beaucoup moins une lectrice de romans descriptifs, par exemple, ou techniques. Donc, effectivement, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens, c'est le côté instinctif, le côté, je dirais, viscéral. Est-ce qu'on lirait le deuxième extrait, Caro? Ouais, alors moi, le deuxième extrait, c'est un de mes passages préférés de ton livre. C'est un passage dans lequel tu parles des oiseaux, les coucous. Et c'est vrai que je t'en ai parlé tout de suite parce que je te faisais mes retours de lecture au fur et à mesure de la lecture de mon livre. Et ce passage sur les coucous, je l'ai trouvé incroyable. Donc, j'ai pas tout sélectionné, mais j'en ai sélectionné une petite partie qui, j'espère, vous donnera encore plus envie de lire le livre de Sandrine. Tu nous en parles après, Sandrine? Je lis l'extrait. Ouais, je le vois bien. Lorsqu'il pond dans le nid d'espèces méfiantes, le coucou a la capacité stupéfiante de changer la forme ou la couleur de ses œufs pour que les rouges-queues ou les rouges-gorges, ses hôtes préférés, n'y voient que du feu. Du début à la fin de son histoire, se dit Clémence, cet oiseau n'est que mensonge. Il n'y a pas que les hommes, il n'y a pas que la civilisation. La nature est le premier modèle de la duperie et de la cruauté, mais cela, ce sont des mots que l'humain a mis dessus. Juste, c'est la nature. Il n'y a qu'à suivre son exemple. Thomas a fait cela. Il est de la race des coucous, il a su s'adapter pour lui plaire, a su la séduire au-delà de l'imaginable, au point de lui faire tout, absolument tout. Et elle, Clémence, est-elle donc aussi stupide qu'un rouge-gorge pour ne pas s'être aperçue qu'elle dormait avec un monstre? Comment a-t-elle pu ne pas voir? Il a poussé hors du nid tous les autres, ceux qui auraient pu la sauver. Il l'a isolée du monde, édifiant autour d'elle l'immense solitude qu'elle croyait aimer, pour qu'il ne reste que lui. Donne des frissons. Comment ça t'est venu cette scène avec ce parallèle avec les coucous? Écoute, de manière très très bête, c'est que en fait il y avait un coucou qui chantait à ce moment-là. Et non, mais c'est vrai. Tu sais quand Caroline L'Autre dit que en fait on est des éponges, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu attrapes tout ce qui passe, tout ce que tu as à ta disposition à n'importe quel moment, et ça peut être utilisé. Et là, en l'occurrence, ça a été vraiment ça, parce que j'avais pas du tout prévu j'avais pas anticipé un passage sur un coucou. C'est vrai que c'est presque, c'est anecdotique. Mais quand j'ai entendu ce coucou dans la campagne, là, chez moi, alors que je commençais à écrire le livre, je me suis dit, mais attends, c'est exactement ça, finalement, le coucou qui est quand même cet oiseau terrifiant qui pond un œuf à chaque couvée et qui va le faire élever par d'autres oiseaux. Il y a cette espèce d'imposture, il y a cette espèce de cruauté monstrueuse, même si c'est encore une fois les mots qu'on met nous dessus. Et je me dis finalement, ce qui m'intéresse, c'est l'anthropomorphisme à l'envers. Tu sais, c'est pas de dire tiens, mon chien il est aussi intelligent qu'un homme parce qu'il sait à quelle heure je vais lui donner à manger. Non, c'est de dire à quel point nous les hommes, on est sur une ligne qui est parfois extrêmement ténue avec l'animalité. Et je trouve que ce qui m'intéresse, c'est d'observer des comportements animaux et de voir à quel point on en est proche. À quel point tu te dis, mais finalement, l'homme fait ça, l'homme ne fait pas mieux. L'homme est un animal. À la base, c'est ce qu'il est. Et ça, voilà, c'était le déclic, quoi. C'est absolument tout simplement qu'il y avait un coucou qui chantait. Donc, premier réflexe, je me tâte les poches. J'avais pas une pièce de monnaie. Donc, je me suis dit, c'est râpé. Donc, que faire avec le coucou? Et comme j'étais dans la construction du livre, je me suis vraiment dit qu'il y avait de quoi faire une anecdote, une espèce
ouais, quelque chose de chouette, d'un peu original pour calquer l'action de l'homme sur l'action ni plus ni moins d'un animal. Bah oui, on dit dans le chat que c'est une belle métaphore, mais c'est vrai que ce coucou tombait à un point nommé, parce que c'était, pour moi, c'est une des grandes scènes du livre. Et pas que pour toi, apparemment. Ouais. Oui, oui, c'est drôle. Alors effectivement, parce que plusieurs personnes m'en ont parlé, et c'est drôle ce que tu dis, parce que le passage du coucou, quand je l'ai écrit, je me suis dit, mon éditrice va me le faire enlever. En me disant, ouais, écoute, ton coucou, on s'en fout, ça fait pas avancer le livre, etc. Et j'étais très étonnée que ça passe sans enfin, qu'il y ait aucune réflexion là-dessus. Parce que c'était vraiment pour me faire plaisir, tu vois, c'était le coucou, bah, c'est mon environnement, vous le savez, c'est pleine campagne, donc quand je peux utiliser quelque chose de la campagne brute pour alimenter les livres, je le fais. Mais j'étais vraiment persuadée qu'on me dirait, ouais, est-ce que tu crois que ça apporte quelque chose le coucou? Ben oui. Et j'ai pas eu besoin de me battre pour ça, donc ça me fait très très plaisir qu'il soit toujours dans le livre, en fait. Ouais. Surtout qu'il y a moins d'animaux et la nature est moins présente que dans tes autres romans, donc du coup ce coucou était important, comme la mare au poisson rouge également dans ton roman. J'allais dire, on en parle, non, de ces 4 poissons et demi? Vas-y. Parce que oui, moi ce que j'aimais aussi dans cet extrait, c'est que d'habitude, effectivement, tu nous plonges au cœur de la nature. Alors là, on est plus au cœur de l'humain, mais la nature est quand même présente. Bon, je pense à la forêt, bien sûr, mais je pense donc à ce jardin parce que Clémence, on dévoile rien si on dit qu'au début du livre, elle est dans une petite maison avec un petit jardin, mais qui est très chargé, très fourni, et donc dans lequel il y a une mare avec 4 poissons et demi. Comment t'es venue cette idée? Écoute, c'est pareil, tu vas dire, c'est incroyable les coïncidences. J'ai commencé à écrire le livre et j'ai eu au téléphone ma marraine qui est à la retraite aujourd'hui, mais qui était psychiatre. Et donc sur toutes les questions de comportement humain, c'est vrai que j'aime beaucoup discuter avec elle parce qu'elle a une expérience fantastique, quoi. Et je lui parle de ce thème, elle me dit attends, je vais t'envoyer un livre que tu pourras lire et qui devrait te donner des ficelles et plein de choses aussi, enfin vraiment intéressant. Elle m'envoie ce livre que je reçois avec une carte postale où elle me met simplement bonne lecture, bonne écriture, des bises, etc. Et cette carte postale, c'est les poissons rouges de Matisse. Et donc, il y a un bocal avec 4 poissons rouges. Et je me suis dit à ce moment-là, j'avais déjà écrit le passage du bassin avec les poissons rouges, si tu veux. Je savais pas trop quoi en faire. Et je me suis dit, il y a un signe, c'est drôle, quoi. Et donc, je rajoute un demi, parce que le demi, bah, c'est encore exactement la même démarche. C'est comment est-ce que Clémence finalement va prendre cette maison en location alors qu'elle est moche, elle est dedans, elle est sale, elle est délabrée. Il y a un petit jardin effectivement qui est complètement foisonnant mais complètement indomptable aussi. Et il y a 4 poissons rouges et demi, et c'est pour le demi qu'elle va l'acheter. La louer. Parce que voilà, elle voit tout de suite qu'il y a la projection d'elle-même, et ça veut dire que elle voit ce poisson rouge qui a été sans doute, blessé. Alors on ne sait pas par quoi, un chat, un oiseau qui aurait réussi à se glisser jusque-là, un coup de bec, un coup de patte, on ne saura jamais. Et ce poisson rouge a guéri, c'est-à-dire qu'il a une énorme boursouflure sur le dos, et elle a l'impression d'être exactement pareil. C'est-à-dire elle a une énorme cicatrice, elle a l'impression qu'on ne voit que ça. Et d'ailleurs sur ce poisson rouge, elle trouve que elle le dit elle-même, c'est-à-dire que ça a guéri, et en guérissant, c'est encore plus affreux, quoi, parce qu'il y a une grosse masse informe sur le dos du poisson rouge, et Clémence, elle est pareille. Et ce qu'elle sait pas, c'est elle est comme un demi-poisson rouge, et elle est exactement au moment où elle a pris le coup de patte, et soit elle cicatrise pas. Après, le 4 poissons et demi, c'est vraiment la touch de Sandrine Colette. C'est là où oui, en fait, tu sais que c'était mon titre original. Ah, c'est vrai? Oui. Et puis finalement, on a préféré le mettre en couverture, parce que ça donnait le graphisme est absolument magnifique là. Ouais, je remonte.
Alors, en fait, il faut que tu enlèves le bandeau parce qu'on voit pas assez les poissons. Ouais, c'est ça. J'avais pas compté que ça fait 4,5, exact. Ouais. Absolument. Hein. Mais la graphiste, qui a composé la couverture, mais vraiment chapeau, elle est magnifique. Ouais, elle est superbe, la couverture. Nous, on aime bien donner notre avis sur les couvertures avec Caro. Oui. On aime bien aussi changer les titres. Alors, peut-être que maintenant, je parlerai de 4 poissons et demi. Peut-être qu'on va garder ce titre. Ouais, c'est vrai. Bon, j'espère en tout cas qu'on vous aura donné envie de lire Ces orages-là de Sandrine. Juste une question encore sur ces orages-là, avant qu'on passe peut-être aux forêts. Ouais. C'est le prologue, Sandrine, parce que moi, je le trouve incroyable, ce prologue. Quand est-ce que tu l'as écrit? Est-ce que tu l'as écrit au début, au milieu, à la fin? Il existe à part entière, quoi. Oui, alors c'est drôle que tu poses la question. Parce, je sais pas si tu vas accepter cette idée-là. Je l'ai écrit presque à la fin, je t'explique. Parce que je me suis dit que le livre risquait, ça montre aussi le manque de recul qu'on a une fois qu'on a écrit le livre et qu'on le connaît par cœur. Je me suis dit, finalement, l'histoire de Clémence, c'est lent et c'est ennuyeux, le risque. Donc, je vais mettre un peu de rythme au départ. Tu vois, mon idée, c'était ça. Et donc, une espèce de prologue d'accroche, à la fois pour qu'on soit pris par le roman et à la fois pour que même si elle n'est pas encore nommée, il y a une espèce d'attachement qui commence à se faire avec Clémence, qui est évidemment la jeune femme du prologue, mais ça on le sait très vite. Mais j'avais pas prévu de le faire au départ. Tu vois, c'est vraiment l'idée qu'après c'est un roman très intérieur et donc c'est drôle parce que ça fait crier la moitié des gens que je croise qui me disent mais non mais attends il est terrible ce roman quand on voit ce qu'il y a dans les pages d'après. On peut pas imaginer un moment que ça soit ennuyeux, que ça soit lent, enfin qu'on s'ennuie puisqu'on est complètement happé par l'histoire de Clémence. Mais moi j'en étais pas sûre. Donc arrivé aux 3/4, je me suis dit exactement comme quand un prof de français nous disait pour les dissertations l'introduction c'est ce qu'on rédige en dernier pour lui donner la bonne direction. J'ai fait ce prologue quasiment à la fin pour donner du souffle au roman jusqu'au bout. Ben moi, je trouve que tu as eu raison parce que c'est vrai que ça nous plonge tout de suite dedans. Puis tu vois, il y a Annie qui dit, je me suis retrouvée KO au bout de ces 2 premières pages. C'est vrai que quand on sait pas trop à quoi s'attendre, il démarre en trombe, quoi. Et du coup, en fait, on a ce yo-yo émotionnel puisqu'on démarre fort. Après, effectivement, la pression retombe un peu et puis il y a du rythme, évidemment. Mais du coup, je regrette pas que tu l'aies écrit, qu'il soit arrivé là, quoi. Oui, non, mais moi non plus, je trouve que ça donne de la force au roman, effectivement. Mais c'est drôle comme on a beau faire un canevas, tu travailles comme ça? Oui, moi je travaille avec un cadre. Donc je commence pas à écrire avant d'avoir quasiment un mot-clé par chapitre. Et tu vois à quel point tu tiens ou tu ne tiens pas ton canevas. Parce que le livre s'écrivant au fur et à mesure, il y a toujours mieux à faire. Et le prologue, en l'occurrence, c'était vraiment cette idée-là, c'est qu'il y avait mieux à faire pour le lancer. Il y avait une question tout à l'heure dans le chat, on voulait savoir comment tu écrivais, si tu avais des habitudes d'écriture, si tu avais des horaires d'écriture ou si tu écrivais quand tu le sentais, quand tu étais inspiré. C'est vraiment ça, oui, c'est quand je le sens. C'est vrai que j'ai pas du tout de régularité. Là, je me suis pas dit que c'était mon métier et que donc je devais écrire de 9h à midi et de 14h à 17h. J'écris parce que je l'ai dans les tripes, tu vois, et donc il peut se passer des jours et des semaines sans que j'écrive parce que le livre est en sommeil ou parce que je sais pas comment aborder un chapitre, et pendant tout ce temps-là, il faut avoir la foi là-dessus, mais je sais que ça travaille tout seul dans ma tête. D'ailleurs, on voit sur tous les moments un peu libres, on voit que le livre est là, hein, le livre est en suspens. Et tout d'un coup, ça se résout, et à partir de ce moment-là, ça te tenaille, tu rêves que d'une chose, c'est de courir jusqu'à ton ordinateur, de l'allumer pour recommencer à écrire. Donc, j'ai pas de toc, j'ai pas de régularité, j'ai pas de chat, j'ai pas grand-chose pour écrire. Et alors au début, c'est vrai que les jours de pluie et l'hiver, c'est bien pour moi parce que c'est les moments où on peut moins aller dehors. Moi, je suis vraiment quelqu'un d'extérieur, et donc j'ai besoin de sortir beaucoup. Là, en ce moment, quand il fait nuit à 5h15, ça laisse beaucoup plus de temps pour écrire. Tu as vu le message d'Annie qui dit pas grand-chose sauf le talent, c'est pas mal.
Ah ouais, non, alors ouais, c'est vrai que du coup, je zappe les chats. Ouais, mais Elle a raison. Est-ce que ouais, tu es ouais, non, mais faut pas rassurée, dire ça, quoi. est-ce que tu es rassurée, Sandrine? Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que les premiers lecteurs qui t'ont lu, dont j'ai eu la chance de faire partie, tu étais pas hyper rassurée en disant: «Il est différent des autres, tu vas t'ennuyer» et en fait, alors j'imagine que tu as déjà eu plein de retours de plein de lecteurs, mais on retrouve de toute façon, ton écriture. Tu as une écriture, vraiment propre à toi qui fait que, j'ai envie de dire que tu écrives sur n'importe quel sujet, on reconnaît que c'est toi et moi j'ai adoré ton livre et tu voulais pas me croire. À un moment donné, je t'ai dit: «Bon, je déteste ton livre» parce que j'arrêtais pas de te faire des compliments, tu je te crois pas, je te crois pas. Mais et du coup, est-ce que tu as rassuré, aujourd'hui? Est-ce que tu as eu déjà pas mal de retours de lecteurs? Oui, 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 j'ai eu pas mal de retours de lecteurs. Alors, les premiers qui sont les libraires, évidemment, et puis les vrais lecteurs, enfin les vrais lecteurs, oh pardon, les Ah libraires. merci! Les autres, les lecteurs, euh, et oui, c'est complètement rassurant et en même temps, pour moi, c'est toujours étonnant parce que, encore une fois, la démesure entre ce roman-là et les autres, c'est-à-dire cette toute petite histoire. Alors, en fait, je vois bien que c'est pas une petite histoire. Euh, c'est aussi une histoire d'anéantissement, c'est une histoire de, voilà, comme on disait tout à l'heure, de destruction totale. Donc, et puis c'est ce que tu disais, Caro, ça nous touche beaucoup plus facilement parce que ça fait référence forcément à des choses qu'on a entendues, vues, vécues par ricochet ou directement. Et au passage, d'ailleurs, notamment via Facebook, moi j'ai reçu pas mal de messages de gens qui ont vécu des choses comme ça. Et c'est très, très touchant qui me remercie d'avoir mis des mots sur ce qui se passe après. Donc pas ce qui se passe pendant, parce que pendant, tu sais, c'est comme quand il t'arrive quelque chose de terrible, t'as la tête sous l'eau, mais t'es complètement happé par une catastrophe, complètement rempli par ça. Et le moment où tout se vide et où la seule chose qui reste justement, c'est l'abéance et la solitude absolue, parce que ce sont des gens qui se retrouvent dans une solitude absolue, puisque le principe d'une relation toxique, d'un manipulateur, c'est de faire le vide autour de soi, pour qu'il ne reste plus personne d'autre. Euh, et donc d'arriver à parler de ça tout simplement. Et donc ça me rassure aussi, tu vois, ça me rassure que les gens qui l'ont vécu en vrai me disent c'est comme ça que ça se passe. C'est exactement comme ça. Et puis, tous les autres lecteurs aussi, effectivement. Et je crois que c'est là, c'est vrai que j'ai vraiment une chance inouïe que mon écriture arrive à vraiment à attraper les émotions qu'il y a à chaque moment. C'est ça qui fait la force du bouquin, je pense. C'est une histoire banale, même si elle est terrible. C'est-à-dire que c'est une histoire dont on a tous entendu parler et éventuellement on a déjà tous lu un roman là-dessus, peut-être. Mais la manière de l'aborder est pas la même. Et les tripes sont pas les mêmes non plus. Mais c'est pas que de C'est Sandrine Colette, voilà. Alors l'heure tourne, on va parler de ta deuxième nouveauté, Caro. Ouais, les forêts. Et toujours les forêts, qui vient de sortir chez Livre de Poche. Voilà. Quand c'est trop près, c'est flou, Caro. Parce que le zoom, il est sur toi. Super. C'est pas grave, de toute façon. Et toujours les forêts qui a raflé plein de prix l'année dernière. Et quel bonheur que ce livre qui m'a fait tellement pleurer. Tu vois, je continue sur le... Écoute, je l'ai fini ce livre, mais j'étais dévastée et je devais partir travailler, je l'ai terminé, je t'ai envoyé une photo de moi. Oui, je sais bien ça, oui. Tu m'as dit, oh là là, mais pars pas bosser comme ça, quelle horreur. Je me dis, bon, super. Mais il m'a vraiment, enfin, j'étais sonnée, quoi. Je l'ai refermé, j'étais à terre. Tu m'as complètement bouleversée avec ce livre. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Parce que pour le coup, c'est un autre univers, c'est autre chose. C'est La fin du monde par Sandrine Colette. Si tu veux nous raconter avant le comment Covid. ça t'est venu? Oui, avant le Covid, oui, il est sorti avant. Oui, mais c'est un roman qui débute sur quelque chose qui va être comme un malentendu pour le lecteur, je pense, c'est-à-dire qui débute sur l'histoire de Corentin, qui est un bébé au départ, un petit garçon ensuite, très vite, dont personne ne veut. C'est-à-dire que sa mère l'abandonne quasiment dès la naissance, à des amis en espérant qu'elles l'élèveront avec les leurs.
à des nourrices, et puis finalement à une arrière-grand-mère retrouvée au fond des forêts, de titre, et où il va grandir après avoir été complètement ballotté de foyer en foyer. Hein. C'est-à-dire il a jamais été aimé, il a jamais été stable. Et ce petit bonhomme arrive chez une arrière-grand-mère qui sait à peine qu'il existe, et puis surtout qui n'a jamais entendu parler de lui, enfin qui le connaît pas, et à qui il tend la lettre que sa mère lui a donnée pour elle. Et je dirais pour la 4e ou 5e ou 8e fois, la vie recommence pour Corentin. Et à ce moment-là, il a 4 ou 5 ans, donc il est encore tout petit. Et c'est l'histoire de Corentin finalement qu'on suit, qui part très vite donc dans cette vie à la campagne où il va découvrir pour la première fois une sorte d'amour maternel, d'amour familial, même si c'est un drôle d'amour parce que la vieille Augustine, sa vieille arrière-grand-mère, c'est une rude femme, quoi. Elle le mène à la baguette. Et puis, mais je crois comme faisaient nos grands-mères ou nos arrière-grand-mères en disant, dans la vie pour t'en sortir, tu n'auras que l'école. Alors travaille à l'école et sois le premier et pas le deuxième. Et il grandit comme ça à ce moment-là. Il entend tellement bien ce que dit la vieille Augustine qu'il est très bon à l'école et qu'on va l'envoyer avec une bourse faire des études à la grande ville. Il n'y a aucun nom de lieu dans ce livre. Étudier. Et puis, évidemment, découvrir à ce moment-là ce que c'est qu'une ville, ce que c'est que la lumière, ce que c'est que la fête, ce que c'est que les copains, puisqu'il a été extrêmement seul jusque-là. Et quand on fait la fête, lui, il est avec un petit groupe d'étudiants. Ils font la fête dans des catacombes, c'est-à-dire ils descendent sous la terre, et puis ils ont des pizzas, de la bière, et ils passent des week-ends à refaire le monde parce que on a tous vécu ça. Finalement, le monde n'est pas tout à fait aussi bien qu'on aurait aimé. Il se passe pas tout à fait les mêmes choses qu'on aurait voulu. Donc, on rêve encore quand on a 25 ans, 20 ans, 25 ans, les études allant. Et c'est dans ces catacombes qu'une nuit ou un jour, parce qu'ils savent pas, finalement, ils entendent quelque chose qui leur semble parfaitement anormal, quelque chose comme un roulement, comme un grondement, comme un tremblement de terre. Il y a des choses qui bougent et ils pensent d'ailleurs à un tremblement de terre au départ. Et certains qui sont pas trop fatigués, qui sont pas trop ivres, s'enfuient en courant pour remonter à la surface. Hein. Et je passe un peu, c'est que le début du livre. Hein. Certains d'entre eux donc s'enfuient, mais on les reverra plus. Et ceux qui restent se terrent dans les catacombes en ayant compris qu'il se passe quelque chose d'absolument énorme à la surface de la Terre et qu'il faut pas remonter. Et donc, tant qu'il y a un peu de pizza et un peu de bière, ils vont rester là-dedans sans aucun repère. En fait, ils se rendent compte que tous les téléphones se sont déconnectés, toutes les montres sont arrêtées, enfin, il y a absolument plus rien. Et au moment où ils vont tenter de remonter à la surface, parce qu'ils en peuvent plus, quoi, parce qu'il y a plus de réserve en dessous. Ce qu'ils découvrent, c'est le néant. C'est-à-dire que c'est comme si un souffle immense, comme si un feu colossal était passé sur la ville. Il reste que des ruines, il reste que des formes calcinées. Le macadam est encore chaud, fondu de ce qui s'est passé quelques jours auparavant, et c'est là-dedans qu'ils émergent, donc dans un monde qui a parfaitement disparu. Et le réflexe de Corentin, à ce moment-là, c'est, vous voyez, tout, enfin, dans la vacuité absolue, dans la béance du monde qui se montre à ce moment-là, c'est de se dire, le seul repère qu'il avait, c'était Augustine. Et donc il se met en quête d'Augustine, c'est-à-dire que il va essayer de rentrer à pied parce qu'il n'y a plus rien, aux forêts, alors que il a toujours pris le train ou la voiture et que il sait même pas par où on part. Donc son premier réflexe, c'est de se dire je vais aller à la gare à pied et de la gare je vais suivre la voie ferrée pour descendre dans les campagnes où était Augustine puisque je ne sais pas y aller autrement. Et c'est la quête de Corentin, ce livre. Alors il y a vraiment deux parties dans ce roman. Il y a toute la première partie, effectivement, on va découvrir Corentin, sa solitude, le fait qu'il soit brinque-ballé de droite à gauche parce que personne veut de lui. Et puis cette scène
hallucinante dans les catacombes. Et puis l'après, donc tout ce qui va se passer après, on n'en dira pas plus. Caro, est-ce que tu veux lire la scène d'ouverture de Et toujours les forêts? Attends, je suis pas... Voilà, c'est bon. Les vieilles l'avaient dit, elles qui voyaient tout. Une vie qui commençait comme ça ne pouvait rien donner de bon. Les vieilles ignoraient alors à quel point elles avaient raison. Et c'est que cette petite existence... Pardon, j'ai oublié de partager mon écran. Excusez-moi. Je lis toute seule. C'est bon, j'y suis, j'arrive. Oh, désolée. Pas grave, on t'écoutait. Je reprends. Les vieilles ignoraient alors à quel point, au deuxième paragraphe, elles avaient raison, et ce que cette petite existence qui s'était mise à pousser là, où on n'en voulait pas, connaîtrait de malheurs et de désastres. Bien au-delà d'elle-même, ce serait le monde qui chavirerait. Mais cela, personne ne le savait encore. À cet instant, c'était impossible à deviner. À cet instant, ce n'était que rumeurs de vieilles femmes, et seul le lendemain et le surlendemain leur importaient. Et le qu'en dira-t-on, parce que le village bruissait, palpitait, causait sans relâche. Elles, parce qu'elles avaient senti le vent mauvais, elles avaient décidé de fermer leurs oreilles, fermer leur bouche, enfin, comme si cela pouvait suffire. Ce n'était au fond que de très petits soucis qui ne méritaient pas qu'on en fasse de longs bavardages. D'ailleurs, au moment où le grand chaos, le vrai, arriverait, les vieilles ne s'y trouveraient sans doute plus pour en parler. Mais en attendant, elle était là. Elle s'était accrochée au fond des entrailles de Marie. Comme on dit des bêtes à la campagne, vache ou brebis ou jument, elle avait pris. Par hasard peut-être, par malchance sûrement. Enfin voilà, à présent, il faudrait faire avec. Marie ne savait même pas d'où elle venait, cette petite existence maudite. Ça, c'est le tout début du roman, hein. C'est l'entrée, oui, c'est le premier chapitre. Hein. Oui. Alors, comment on écrit un livre pareil? Parce que c'est un livre, j'imagine que nous, en tant que lecteurs, on a eu du mal à en sortir, mais toi, en tant qu'auteur, ça a dû être compliqué aussi de laisser ces personnages. Comment ça s'est passé? Et puis, c'est un livre qui fait peur. Ouais, mais t'as raison, il fait d'autant plus peur que on se dit que ça pourrait arriver sous une forme ou sous une autre. Le basculement du livre, là, quand le monde est ravagé, on saura jamais ce qui s'est passé. Parce qu'effectivement, moi, mon but, c'était pas du tout qu'on rentre dans un débat pour savoir, mais s'il y a une fin du monde, qu'est-ce que ça sera? Est-ce que ça sera nucléaire? Est-ce que ça sera une météorite? Est-ce que ça sera un virus? Mais il y en avait pas encore à ce moment-là. Et donc c'était vraiment pas ça qui m'intéressait, c'était et après. Mais en fait, c'est toujours après qui m'intéresse. Mais c'est vrai que c'est un roman moi qui a alimenté, s'il y avait besoin, une certaine angoisse en me disant, au bout du compte, il y a des choses que je mets dans ce roman et on peut les observer chaque jour. Par exemple, il y a un petit passage sur les mantes religieuses, enfin, il y a quelques lignes sur le fait que des mantes religieuses arrivent dans les jardins alors qu'il n'y en avait jamais eu parce qu'on était trop au nord et qu'il faisait pas assez chaud. Mais comme le climat se réchauffe, les mantes religieuses remontent. Donc j'ai lu plusieurs trucs sur les insectes dont on sait qu'ils sont les premiers et les plus vigilants lanceurs d'alerte quand il y a des changements en profondeur climatologiques, géologiques, etc. Les insectes sont les premiers à réagir et les grandes migrations massives d'insectes comme les mantes religieuses, parce que énormément de gens en ont dans leur jardin alors qu'ils n'en avaient jamais connu avant, c'est un signe de quelque chose qui change. Et plus j'écrivais le livre, et plus je me disais, mais ces arbres dont les feuilles sèchent au mois de juin et qui commencent à les perdre, c'est arrivé finalement depuis 2 ans ou 3 ans parce qu'il a fait trop chaud. On sait qu'au début c'est un mécanisme de défense, hein, il n'y a pas assez d'eau, les arbres vont couper la sève pour faire tomber leurs feuilles elles-mêmes, pour garder leur force. Si ça continue l'année d'après, si ça reprend 2 ans après, ça suffira pas et les arbres sèchent pour de vrai et c'est ce qui arrive. Et c'est ce qu'on observe autour de soi. Donc oui, c'est un livre qui était dur à lâcher parce qu'en fait, autour de moi, tout ce que je vois trouve un écho. Il y a ton éditrice, Caroline Lépée, qui nous dit « Tremblons, les romans de Sandrine Colette finissent souvent par se réaliser ». Ouais, non, alors ça serait bien que non. Alors, ne perds pas sur ce coup-là, parce que c'est vrai que... C'est-à-dire qu'on n'a pas encore parlé de juste après la vague. Ah non, alors moi, parce que moi j'ai peur de l'eau, donc ça serait bien aussi que ça n'arrive pas, parce que je sais très mal nager aussi.
Oui, oui, oui. Alors, oui, Caroline, elle est assez effrayée par la coïncidence des romans. C'est pareil, ce sont des anecdotes, mais je repense à Six fourmis rouges qui se passe en montagne où il y a une randonnée qui se perd, se prend est prise dans une tempête. Et c'est un peu comme les 10 petits nègres, ils disparaissent les uns après les autres. Les fourmis blanches, t'as dit rouge? J'ai dit rouge? Ouais. Ah ouais, mais tu vois. Ouais, c'est Six fourmis blanches parce qu'elles sont dans la montagne et dans la neige. Au moment où le livre a été publié, je crois, il y a eu cet énorme séisme au Népal et il y a une cordée de 40 alpinistes, 40 montagnards qui a été complètement avalée par la montagne. Et c'est des petites coïncidences que quelqu'un d'aussi affûté que mon éditrice ne laisse pas passer. Donc voilà, la conséquence, c'est juste qu'elle m'a demandé de jamais donner le prénom d'un de ses enfants à un de mes personnages. Alors, Aude, qui est à Strasbourg, nous dit que cette année, elle a une invasion de coccinelles. Est-ce que je confirme. tu as quelque chose à nous dire sur les coccinelles, du coup? Ça présage alors, pas vraiment, si ce n'est que c'est pas les vraies coccinelles. Si elle les regarde bien, elles sont pas de la même couleur. Soit le orange et le noir sont inversés, soit c'est des rouges et noirs. Mais c'est pas nos vraies coccinelles d'antan, donc c'est des hybrides. Et c'est exactement le même principe que le frelon asiatique, que les guêpes. Pour ceux qui se sont fait piquer par des guêpes cette année, parce qu'on a quand même été servis, ce sont des guêpes très allongées avec des grandes pattes. Tout ça, ce sont des nouvelles variétés qui viennent d'hybridation, du fait de, je rentre dans rien, mais de la mondialisation, c'est-à-dire des espèces qui sont arrivées par bateau, par avion, par erreur, qui font leur place en massacrant nos vraies coccinelles et en les remplaçant petit à petit. Mais je suis d'accord, il y a plein de coccinelles et elles se mettent en petits tas à l'intérieur de vos fenêtres. Ouais. Parce qu'il ne doit pas y avoir... Dans les coins. C'est ça, dans les coins. Elles se mettent en grappe et elles attendent le printemps. Absolument. Ouais. Ou l'aspirateur. Nous aussi, on attend le printemps. Oui, c'est vrai. Tu m'étonnes. Est-ce que du coup, on lirait... Je lis le deuxième extrait? Allez. Bah oui, quand même. Ben, justement, c'était après le cataclysme. La scène. Donc, où Corentin se retrouve face à ce qu'il va découvrir dehors. Les hommes, si entièrement détruits qu'ils n'arrivaient pas à comprendre, ils n'arrivaient pas à réaliser. C'était trop gros, c'était trop vide. Il n'y avait même plus de bruit, ni celui d'un moteur, ni celui d'un oiseau, pas même une voix. Le macadam avait fondu, les rues faisaient des coulées qui s'étaient figées en vagues irrégulières, sans doute lorsque tout avait commencé à refroidir. L'air était encore trop tiède, la chaleur montait du sol, descendait du ciel. Et eux, au bord de ce monde qu'ils ne reconnaissaient pas, ils se tenaient là choqués, assommés. Les mots leur manquaient. Ils échangeaient des regards entre eux, les phrases étaient impossibles. Ils tournaient la tête à gauche et à droite, leur souffle se coupait. Ils essuyaient la sueur sur leur front et sur leurs tempes et ils tremblaient. Au bout d'un long moment, ils aperçurent deux silhouettes qui déambulaient dans les rues, des êtres hagards comme eux, les bras ballants qui ne tenaient rien, des vivants. Alors il en restait. Ils se levèrent, ils les appelèrent, mais ils ne vinrent pas. Ils crièrent leurs questions en essayant de les suivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'on sait? Où sont les autres? Où sont les gens? Mais ceux qui hélaient se mirent à courir et disparurent. Eux, cela les surprit tant qu'ils s'immobilisèrent, observant les environs pour trouver peut-être la raison qui les avait fait fuir, et il n'y avait rien. Mais une étincelle se remettait lentement en route au fond d'eux. Quelque chose s'éveillait, passait par-dessus la sidération et la douleur. Il y avait encore des hommes. Voilà. Et là, c'est le démarrage de la seconde partie du monde d'après. Oui, qui vient assez tôt d'ailleurs dans le livre. C'est vrai, quand tu dis qu'il y a deux parties, la première fait même pas un quart de livre. Ah, là, on est page 80, effectivement. Et après, c'est vrai. Et cette façon, Sandrine, que tu as de faire des phrases très courtes, et de retourner très souvent à la ligne dans le dernier roman aussi, je trouve que la mise en page est extrêmement importante. Comment tu travailles ça, en fait est-ce que c'est dès le premier jet, en fait, que tu vois les choses comme ça, ou est-ce que c'est à ta relecture que tu dis non, ça va, justement pour donner du rythme, peut-être, que tu retournes à la ligne comme ça? Souvent, tu répètes aussi souvent les mêmes mots, tu commences des phrases par les mêmes mots. Ça, moi, j'aime beaucoup. Oui, c'est quelque chose qui vient de manière complètement spontanée.
Et c'est là que je dis que j'ai vraiment cette chance-là d'avoir, je sais pas comment, l'écriture qui spontanément sait comment se mettre en forme pour coller aux images et pour coller aux émotions et pour coller à la scène qui est en train de se dérouler. Donc là-dessus, c'est pas du travail. Là, c'est vraiment dans la retranscription que je fais des images, puisque je me représente le livre au fur et à mesure qu'il se déroule. Hein. Donc moi, le travail d'écriture, c'est je vois une scène et finalement, je suis en train de retranscrire ce que je vois. Et quand il y a quelque chose qui est extrêmement troublant ou violent ou qui coupe le souffle, ben, d'elle-même, je dirais, dans la façon de retranscrire, ton écriture devient elle aussi hachée avec une respiration saccadée, avec dans le dernier livre notamment des phrases qui terminent par un tiret parce que en fait il y a plus de mots à ce moment-là, on n'arrive plus à dire. Il y a beaucoup d'italique aussi dans le dernier. Quand on est dans la tête, dans les souvenirs, dans la tête de Clémence. Oui, sur les souvenirs effectivement pour montrer que c'était avant. Mais alors ça c'est vraiment la magie de l'écriture. C'est je dis de temps en temps que j'aurais rêvé savoir peindre et j'ai toujours été nulle. C'est-à-dire que j'ai essayé comme plein de gens. Il y en a qui vont se reconnaître. Attends, c'est-à-dire que tu as une image magnifique en tête et un canson ou une toile, c'était optimiste avec des tubes de peinture et tu te mets à peindre et tu avais quelque chose de sublime dans la tête et tu es en train de transcrire quelque chose de marron et gris et jaune qui a pas de forme et qui a pas de force, qui est absolument rien. Et ça, c'est une frustration énorme. Et moi, cette chance que j'ai, moi, c'est que je l'ai résolue avec l'écriture. C'est-à-dire ce que je vois dans ma tête, la scène sublime par sa violence, par sa noirceur, par sa beauté tout court, hein, que je vois. Avec les pinceaux, je suis pas douée, mais avec un stylo, en fait, j'arrive à dire exactement ce que je veux retranscrire. Donc ça, c'est une joie sans mélange d'écrire. Alors moi, égoïstement, je préfère que tu sois nulle en peinture et que tu sois très douée pour l'écriture. Et je pense t'aurais peut-être bien aimé mes peintures. Hein. Alors, il y a Céline qui nous met dans le chat « Chaque roman a une résonance singulière et invite à une longue introspection ensuite. Il nous aide à renaître. Il y a quelque chose d'intemporel, d'universel dans chacun d'eux. » Je suis complètement d'accord. Moi aussi. D'intemporel, ça c'est même par des artifices, si tu veux, le fait que plusieurs de mes romans ne soient pas datés, qu'il n'y en ait pas non plus de nom de lieu, c'est justement pour donner ce caractère intemporel ou universel. C'est pour que, en le lisant, chacun puisse se dire mais ça peut arriver maintenant, ça peut arriver hier, ça peut arriver n'importe quand et n'importe où. Tu vois, c'est une façon de ne pas figer le roman dans un seul endroit, dans une seule géographie. Et c'est aussi quelque chose que j'aime bien, c'est que ça puisse s'adresser absolument à tout le monde, en laissant aussi la part belle à l'imagination du lecteur. Les phrases courtes, ou comme tu disais, Caro, des phrases qu'on finit pas tout à fait. Moi, il y a un truc, ce que j'espère, et visiblement ce qui se passe, c'est que le lecteur finisse le travail à ma place. Et donc, le lecteur, à son tour, invente, construit les images, invente la suite. Et dans les rencontres, quand il y en avait, des rencontres en librairie, c'était vraiment un endroit magnifique pour que ils me disent, moi, à cet endroit-là, voilà ce que j'ai cru qu'il allait se passer. Et voilà, ça donne vraiment plein de belles rencontres. J'allais dire le lecteur ou les lecteurs, parce que je me souviens quand t'es sorti juste après la vague, on était nombreux à échanger entre nous, en se disant, mais ça se passe où, en fait, tu le localises où à peu près? Enfin, tu vois, on cherchait à plusieurs, en fait, et on n'arrivait pas forcément à se mettre d'accord. C'était assez drôle. Oui, il y a aussi pas mal. Je vois juste là. Oui, il y a un nom de lieu dans Juste après la vague, qui est un nom pour moi inventé, mais en fait, qui est un nom qui existe quand même quelque part. Et donc, partant de là, il y a des lecteurs qui se sont dit, ouais, on a regardé les cartes, et ça pourrait être au bord de l'Italie parce qu'il y a tel autre. Voilà, et ça, c'est drôle, quoi. C'est vraiment des moments de partage où on se dit, on a réussi à prendre les gens à son jeu. Parce que finalement, c'est un jeu. Mais c'est ce qui rend aussi tes livres d'autant plus glaçants qu'on puisse pas les localiser, parce que du coup, voilà, chacun fait sa petite sauce.
avec tes romans et se les approprient différemment également. Comment ça se passe pour toi? Tes livres sont sortis, on est en période de Covid, donc du coup, il n'y a pas de rencontre en librairie. Est-ce que tu reçois beaucoup plus de messages que d'habitude? Tu as une page Facebook à laquelle tu réponds aux messages. Est-ce que tu as beaucoup plus de messages qu'avant, du fait que les gens puissent plus te voir en vrai? Comment ça se passe? Oui, alors c'est drôle ce que tu dis parce qu'effectivement, j'ai plus de messages que d'habitude. Et je me suis pas demandé pourquoi. Enfin, je me suis pas dit que ça pouvait être le Covid. Je me suis dit que c'était peut-être parce que le sujet de Clémence touchait beaucoup plus de gens. Tu sais, encore une fois, j'ai des témoignages de gens qui ont vécu les mêmes choses et qui vraiment renvoient un morceau de témoignage. Enfin, et donc, je sais pas. Alors effectivement, peut-être que le manque de contact, la désocialisation qu'on vit avec le Covid, fait que il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas forcément les réseaux sociaux et là qui ont fait le pas. En tout cas, je sais que j'ai beaucoup de réactions et bon, ça fait forcément très très plaisir. Et comme il n'y a pas de rencontre en librairie en plus, ça laisse le temps de répondre à chacun. Voilà, je remonte tes 2 livres parce qu'on arrive au bout de la rencontre. Ouais. Est-ce que vous avez les livres pour qu'on fasse une petite photo quand même avec les romans, si jamais j'y arrive? Pour ceux qui les ont, n'importe quel livre de Sandrine Colette fera l'affaire. On accepte tout. Je crois que c'est bon, j'espère. Oui, on arrive à la fin. On aurait pu parler des heures, je crois, parce qu'il y avait encore tellement de sujets dont on voulait parler. Mais déjà, on voulait te remercier d'avoir accepté cet apéro, parce que c'est vrai qu'il faut s'adapter à la situation. Et on est ravis de pouvoir d'avoir pu passer ce moment avec toi. Comme c'est la fin, je voulais juste dire, sans pouvoir en parler, que moi, ce qui me plaît beaucoup dans les romans de Sandrine, ce sont les fins, justement. Oui, merci. Évidemment, on va pas en parler, mais la fin du dernier, elle est dingue. La fin de celui d'avant aussi, encore avant aussi. Je repense aussi aux Larmes noires sur la terre, qui est moi un de mes livres aussi préférés. Ouais. Voilà, les fins sont extrêmement importantes. Je sais pas si réussi. C'est vrai. Ouais, très réussi. Ben, merci beaucoup en tout cas. Et puis merci d'avoir imaginé cet échange à distance. Pour l'anecdote, avant que Caroline le dise, quand elle m'a dit tiens, tu voudrais l'apéro, le premier apéro de l'année, je lui dis oh là là, mais tu sais, je suis loin de Paris, je sais pas si je vais revenir comme ça. Et donc elle m'a répondu gentiment un petit message en me disant mais non, patate, c'est avec un ordinateur. Donc voilà, je suis ravie que ça ait pu se faire à autant via les réseaux. Ça nous permet effectivement de garder le lien avec les auteurs parce que vous nous manquez, les salons nous manquent, les rencontres nous manquent. Et c'est vrai que ce petit apéro des Carreaux tous les 15 jours, ça a fait du bien à beaucoup de gens, à commencer par Caro et moi. Et je pense que les lecteurs sont heureux aussi parce que le replay fonctionne pas mal également après la rencontre. Donc c'est important pour nous de garder le lien avec les sorties puisqu'il y a beaucoup de monde en librairie. Et voilà, de garder le lien avec vous en espérant qu'on retrouve les salons dans quelques semaines, dans quelques mois, qu'on se retrouve tous ensemble parce que c'est vrai que ça commence à faire très très long là. Et heureusement que les librairies sont ouvertes, comme tu dis. Oui, il y a un monde fou. Moi, c'est vrai que c'est à la fois rassurant et à la fois un petit peu flippant parce que bon, on est quand même en période de Covid, mais c'est vrai que les gens sont venus beaucoup acheter à Noël et continuent à venir acheter toutes les nouveautés de janvier. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le monde du livre. Oui, qui bénéficie de la catastrophe des autres. Hein. Plus de cinéma, plus de théâtre, plus rien. Donc, le livre surfe sur la vague malgré tout. Absolument. Ouais. Et donc, on a compris que si vous avez envie de contacter Sandrine, en ce moment, elle est disponible pour répondre sur les réseaux. Il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Ouais, merci à vous tous, en tout cas. Dans 15 jours, on reçoit Isabelle Duquesnoy avec la Pacline. Voilà, un petit teasing pour vous dire que ça sera notre prochaine invitée. Mille merci Sandrine d'avoir été avec nous ce soir pour notre premier apéro. Ça me faisait super plaisir, même de te voir parce qu'on s'écrit souvent, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas vu depuis un moment. Oui, c'était chouette. Écoute, plaisir partagé avec vous tous. Ça marche. Merci à tous en tout cas d'avoir assisté à la rencontre. Merci Bonne beaucoup. soirée à vous. Super. Et on met le replay en ligne juste après. Bonne soirée. Merci Sandrine. Merci Caro. Bonne soirée. Merci Caro. La Pacline, je l'ai lu grâce à toi. Hein. Oui, mais moi j'ai lu plein d'autres livres grâce à toi. Dans les échanges de bons procédés, c'est toujours sympathique quand même. Exactement.
Bonne soirée à tous. Bonne Merci, soirée. Caro. Merci, Sandrine. Bisous. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Salut les bonne Caro. soirée à tous. Salut. Salut Constance, bonne soirée. Salut Constance. Salut tout Il le y avait monde. Vincent, il y avait Caro. Merci beaucoup, hein, c'était super. Ah ben on est ravis. Ah, je reconnais la voix de notre douce Constance. La voix douce et gracieuse, ouais. Allez, à bientôt. À bientôt. Ouais, c'est vrai que c'était très sympa, Sandrine, parce que c'était complètement naturel et puis on a pu parler d'un peu de tout, donc c'était vraiment chouette. Et puis on était chez c'est toi. vrai qu'une heure, ça passe vite. Comment? Je dis, on était chez toi. Oui, non, mais oui, puisqu'on n'avait pas besoin de se déplacer finalement. Mais tu partais de loin quand même quand je t'ai demandé où il y avait une caméra sur mon ordinateur. Ouais, mais tu vois, écoute, t'as réussi. Ouais. Ça a passé. Mais oui. Bah nous, on va mettre le replay en ligne dès qu'il est dispo. Je te l'enverrai. Et puis, bah voilà, je vais aller faire un petit bisou à Chouchouille. Et puis, je vous fais des bisous. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Et ben, on va aller manger parce que quand même, manger, c'est la vie. Hein. absolument. Bisous. À bientôt tout le monde. Pardon Sandrine, ça me fait penser, à chaque fois que je vois des pommes de terre qui sont cultivées là dans la terre, je pense à une scène de Toujours les forêts, mais systématiquement, je me dis non mais c'est incroyable. Extasie. Oui, ça peut marquer, oui. Mais je sais pas si je t'avais dit, j'ai un jardin, j'ai déménagé il y a pas très longtemps, il y a 2 ans, même pas. Et en retournant une partie du terrain pour planter des nouveaux fruitiers, j'ai trouvé des pommes de terre sous la terre qui étaient de l'ancien occupant. Or, ça avait été abandonné depuis au moins 6 ans. Donc des pommes de terre qui végétaient depuis 6 ans, que j'ai sorties et je les ai replantées l'année d'après dans un coin pour voir si elles prenaient. Et je trouve ça fabuleux que 5 ou 6 ans après, incroyable. Ça marche. La nature. Voilà. Donc, on attend la fin du monde de pied ferme. Voilà. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.